Bonjour à tous, c'est Amaury de Tonquédec, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Allô la Martingale, soyez les bienvenus dans les libres antennes de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un petit peu partout sur les réseaux de la Martingale. Le lien est dans notre Linktree par exemple, qui est sur Instagram, suivez-nous sur Insta. Et ou alors, vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur, débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, eh bien mieux on pourra vous aider. Et ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre au programme du jour. L'or est-elle une valeur sûre face aux crises? Est-ce qu'il y a d'autres métaux auxquels il vaut mieux s'exposer? Et puis, comment choisir ma ou mes thématiques d'investissement? C'est une question qui revient beaucoup. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette thématique, eh bien, comment faire? Et puis, je viens de m'inscrire sur une plateforme d'investissement. C'est bien, bravo, mais comment je fais après? Comment je fais concrètement? Est-ce que je verse régulièrement chaque mois? Est-ce que je fais donc du DCA? Sinon, j'entends parler de trading. Est-ce qu'un particulier peut vraiment gagner de l'argent comme ça? Si oui, comment faire? Et puis, est-ce qu'on peut tous gagner de l'argent en tradant? C'est une vraie question. Et bien sûr, les deux questions cash en fin d'émission. Comme d'habitude, continuez à nous écrire. Mais pour vous répondre, il nous faut deux grands experts. Ça fait 20 ans qu'il est sur les marchés financiers, plus rien ne le surprend. Il est trader pour compte propre et stratégiste boursier, fondateur de Galileo Trading pour accompagner les particuliers et les professionnels, donc des CGP aussi, des conseillers en gestion de patrimoine, des fonds d'investissement, pour améliorer leur performance en bourse. C'est un spécialiste de l'utilisation des produits dérivés, notamment des futurs et options. Il va nous dire dans quelques instants ce que c'est. Alors, si vous avez des questions sur le trading et les marchés, foncez, c'est l'homme qu'il vous faut. Mathieu Serron est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour Amaury. Voilà, tu es donc trader et stratégiste et fondateur de Galileo Trading. Exactement. Il est né en Alsace et fait partie d'une famille de financiers. Son grand-père, son père, son oncle, sa sœur. Mais au départ, il voulait faire de la politique avant que la finance le rattrape. Amateur de sport de raquette, il nous revient fraîchement de Roland-Garros hier. J'y étais aussi ce week-end, très beau match avec Alcaraz notamment. Et de musique, c'est un ambianceur. Appelez-le pour vos mariages et vos séminaires. Il enseigne depuis près de 10 ans à l'ESCP dans le Master in Finance, le cours d'Asset Management. En 2017, il reprend les rênes de Galileo Asset Management et ça marche fort. C'est le pro de l'investissement thématique. Ronnie Micheli est avec nous. Salut Ronnie. Salut Amaury. Donc CEO de Galileo Asset Management. Bonjour à tous les deux, ça fait très plaisir de vous avoir ici. Et c'est drôle parce que vous ne vous connaissez pas, mais vous avez des connaissances en commun et pas n'importe laquelle. Parce que je crois que Ronnie, tu connais la femme de Mathieu, vous étiez en cours ensemble, c'est ça? Exactement, ouais. C'est fou ça. À Toulouse, à Barcelone. C'était sympathique. Putain, c'est énorme. Ok. Il y a des amis en de commun. promo. Putain, vous avez des potes en commun? Ouais. Ok, c'est bien. Comme ça, vous pourrez aller boire des coups plus Exactement. tard. Voilà, super. On se refera une Exactement. émission avec vos potes, quoi. C'est ça. Bon, on a du pain sur la planche, messieurs, parce qu'on a reçu pas mal de questions. Donc, ça va être une émission passionnante. Peut-être en introduction, Mathieu, Galileo Trading, c'est quoi en quelques mots, rapidement C'est une société d'accompagnement, de formation pour des particuliers, des professionnels qui cherchent des analyses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, basées principalement sur l'analyse graphique, technique, avec, comme tu le disais, l'utilisation de produits dérivés comme les futurs, les options qui se démocratisent assez lentement en France, qui ont explosé notamment aux États-Unis et qui viennent progressivement en France. C'est quoi une option, rapidement? Une option, c'est des calls, des puts, le droit de faire quelque chose, le droit d'acheter quelque chose, le droit de vendre quelque chose. Donc, tu es sur les marchés, tu dis, voilà, moi, j'achète le droit, entre guillemets, de vendre ou d'acheter le produit financier en question qu'il y a derrière. Et après, tu as le droit de le faire ou non. Moyennant un prix, voilà. Et puis, est-ce que j'exerce, on appelle ça, est-ce que j'exerce cette option-là ou non? C'est le même principe par exemple qu'une assurance de voiture où tous les ans on paye son assurance. On peut faire la même chose avec les options sur les portefeuilles. On peut assurer ses portefeuilles. C'est dans ce sens-là que c'est très intéressant également. Il y a des fins de spéculation pour les options, mais il y a des fins de couverture. Et justement, dans un environnement assez complexe en ce moment, l'utilisation des options est très intéressante. Et restez avec nous parce que même si vous vous intéressez au trading, restez avec nous autant plus. Et même si vous n'y connaissez rien, que vous dites attends, c'est pas fait pour moi, restez quand même parce que ça va être hyper intéressant. On va tout vous expliquer, notamment avec Mathieu, et vous allez voir ce que vous pouvez faire
pour mieux gérer votre argent et ça va être passionnant. Ronnie, donc CEO de Galilée Asset Management, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de Galilée? Galilée, c'est une société de gestion de portefeuille et nous, on va accompagner des CGP, des family office, des gérants privés et surtout leurs clients finaux, du coup, pour la gestion de leurs actifs, notamment via des comptes titres, notamment via des mandats dans l'assurance vie française ou luxembourgeoise. Et l'expertise principale de la maison, c'est bien sûr la gestion thématique. Pour être concret, on va créer des portefeuilles multithématiques, c'est-à-dire qu'en fait, les thématiques, c'est difficile à appréhender parce qu'il n'y a pas beaucoup de métriques sur les plateformes qu'on connaît ou les logiciels d'information financière. Et nous, on va étudier les thématiques, on va essayer d'identifier leur potentiel boursier et puis on va les combiner pour faire un portefeuille. Et du coup, en fait, un portefeuille 100% thématique, c'est assez rare et c'est l'une des expertises de la maison. Donc concrètement, tu vas pouvoir retrouver des thématiques comme la cybersécurité, l'IA, la robotique, le luxe, le lifestyle. Tu vas pouvoir retrouver aussi les smart cities, les infrastructures. Voilà. Et en fait, comme le potentiel boursier il est rotatif, il tourne, et on va changer les thématiques dans le portefeuille en fonction de leur potentiel. Et restez avec nous parce qu'avec Ronnie, on apprendra à trouver la bonne thématique. Quelles sont les bonnes thématiques qui ont le plus de potentiel? En ce moment, on va rentrer tout de suite dans les messages. On va écouter un premier vocal de Tanguy. Tanguy qui se pose des questions sur l'or notamment. On écoute Tanguy. Hello, bonjour à toutes et à tous, l'équipe de Martingale. Je voulais vous poser une question. Moi, ça fait 1 an que j'investis sur les marchés. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis aussi un adepte d'investissement sur du long terme et moyen terme. J'investis déjà sur un PER et un compte d'assurance vie avec des unités de compte. Mais ce que j'aime aussi, c'est la finance, c'est la géopolitique. Et je voulais savoir si l'or était une valeur sûre pour faire face aux crises et à l'incertitude. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses et puis très bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup Tanguy pour ta question. Franchement, Tanguy qui nous écrit, qui nous envoie un message au grand air. On entend les petits oiseaux qui chantent. C'est beau, voilà, ça y est, c'est bientôt. On attend l'été. Voilà, c'est ça. Déjà Tanguy, bravo, parce que 26 ans, il a déjà un PER, il investit déjà dans pas mal d'enveloppes. Donc franchement, c'est cool. Bravo à lui. Non mais vraiment, premier degré. Et puis, il a une question sur l'or. C'est vrai que l'or, c'est une question qui nous revient beaucoup. On est dans une situation géopolitique quand même assez instable avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis avec Trump, mais pas que. Et puis de toute façon, de l'instabilité, il y en a toujours, mais il y en a particulièrement en ce moment. Et Tanguy, sa question est simple, il se dit, j'ai déjà pas mal investi sur d'autres classes d'actifs, mais est-ce que l'or, ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que c'est un vrai rempart face aux crises? Je vais te donner la parole à toi, Ronnie, pour commencer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, même mes étudiants, lorsque je suis à l'ESCP. Voilà, l'or, c'est réputé pour être le rempart contre les crises, le rempart contre l'inflation, etc. Alors, on va un peu développer peut-être. Bon, il faut savoir que hedger aujourd'hui avec l'or, couvrir son portefeuille avec l'or, c'est une très mauvaise idée. Mathieu nous parlera des options tout à l'heure. De manière générale, voilà, les gens ne hedgent plus avec l'or depuis des décennies maintenant. C'est pas quelque chose qui permet de hedger les variations des marchés. C'est plutôt un hedge contre un risque vraiment systémique. C'est vraiment l'économie qui part dans le décor, le système bancaire qui part dans le décor. À ce moment-là, oui, on va pouvoir se diriger vers l'or, mais pour hedger les petites crises ou les soubresauts de marché, etc., non, c'est pas fait pour ça. Je dis pas que évidemment l'or baisse. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée en fait? Parce que c'est contre-intuitif ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on entend un peu le consensus des investisseurs, entre guillemets, on dit souvent que l'or joue son rôle de valeur refuge. En général, quand il y a de l'incertitude, l'or monte. Pourquoi est-ce que toi tu nous dis non, finalement faut pas avoir d'or? En fait non, c'est ça, mais c'est hedger en fait des variations de marché avec l'or, c'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas une anticorrélation entre les actions et l'or. C'est-à-dire quand les actions vont baisser, l'or va pas systématiquement monter, etc. Alors que si on prend des puts, des options, là il y a vraiment, ou des futurs short, là on peut vraiment avoir une anticorrélation, c'est-à-dire quand l'un monte, l'autre baisse, etc., etc. Donc en vérité, l'or c'est un placement qui n'a ni dividende, ni intérêt, et qui a un coût de stockage.
Et donc en fait, tout ça va faire que l'or ne va être intéressant, si tu veux, que lorsque les taux d'intérêt vont baisser, vont être bas, les taux d'intérêt réels, hein, donc les taux d'intérêt nominal moins l'inflation, on pourra y revenir si tu veux. Et donc en fait, l'or va avoir un intérêt à ce moment-là, parce que bien sûr, si on n'a pas beaucoup de dividendes, si on n'a pas beaucoup de coupons, voilà, on n'est pas contre avoir finalement un métal qui ne rapporte rien et qui n'a pas de risque de signature. Alors là déjà, tu as donné pas mal d'éléments, hein, de jargon, etc. pour être sûr que tout le monde suive bien. Tu es en train de nous dire que quand tu parles de coupons, d'obligations, etc., c'est que déjà, l'or n'a pas de rendement, c'est ce que tu es en train de nous dire. L'or n'a pas de rendement. Voilà, on ne gagne de l'argent en achetant de l'or que si on fait une plus-value derrière. Il n'y a pas de rendement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividende. C'est-à-dire que un dividende dans une entreprise en bourse, c'est une sorte de récompense, entre guillemets, que nous donne une entreprise quand on détient son action, ou alors quand on a une obligation, c'est-à-dire quand on détient de la dette d'un État ou d'une entreprise, et bien, suivant le rendement risque, on a tous les ans ou tous les mois, bref, ça dépend, un coupon, comme tu l'as dit, qui nous donne des intérêts. Donc il y a un rendement, mais ce rendement n'est pas sur l'or. Donc toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand les obligations ne donnent pas des rendements très élevés ou qu'il n'y a pas forcément d'entreprises en bourse qui donnent des dividendes très élevés, c'est là que l'or est intéressant pour toi en tout cas. Exactement, voilà. Et évidemment, on a historiquement observé qu'il y a une anti-corrélation, c'est-à-dire une corrélation inverse entre l'or et les taux réels, du coup, parce que, évidemment, quand l'un monte, l'autre baisse, parce que, voilà, ils sont intéressants, mais pas du tout au même moment. Il y en a un qui est favorisé lorsque l'autre n'est pas favorisé. Et donc, en fait, les obligations d'État, si tu veux, quand il y a un stress, tu me parlais de risque, etc., quand il y a du stress, les gens vont aller plutôt désensibiliser leur portefeuille en passant des actions vers les obligations. Et donc, la demande en obligations monte et donc les taux baissent. Okay, et donc, voilà, on va avoir ce mouvement-là, mais en cas de risque vraiment systémique, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle un risque de signature. C'est-à-dire quand tu prends une obligation, même une obligation d'État, mettons, tu prêtes de l'argent à la France, eh ben, tu as quand même le risque de signature, le risque de l'État français. De défaut. Voilà, le risque de défaut, etc. Donc on l'a connu, bien sûr, quand il y a eu la Grèce, par exemple, un État qui a failli faire faillite, etc., en 2011. Et donc voilà, il y a un risque de signature sur les obligations qu'il n'y a pas sur l'or. Et évidemment, quand on joue au casino, on veut ressortir du casino avec les gains et pas avec les jetons. C'est-à-dire que... Et là, justement, j'aimerais avoir l'avis de Mathieu en quelques instants, justement sur cette corrélation ou pas entre or et action, et marché-action. Mais d'abord, juste pour finir là-dessus, Ronnie, l'or, là, tu es en train de nous dire que, bon, ok, il n'y a pas de rendement, etc., et ça dépend du moment. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, quand on nous parle, tu vois, pour répondre à Tanguy, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée d'acheter de l'or aujourd'hui par rapport au contexte actuel? Ouais, pendant des années, en fait, tu as vraiment eu cette anticorrélation entre l'or et les taux d'intérêt réels. Mais depuis quelques années, en fait, tu as les pays des BRICS qui ont décidé de se désensibiliser par rapport au dollar, d'avoir moins de dépendance par rapport au dollar. Et donc, les banques centrales, notamment Chine et Russie, achètent beaucoup d'or. Et donc, ça a faussé cette décorrélation. Et maintenant, il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder pour voir si l'or va monter. C'est, bon, la baisse des taux, on en a parlé, mais en ce moment, ça ne marche pas trop. Les crises systémiques, les conflits géopolitiques majeurs, bon, en ce moment, il y en a pas mal, mais c'est pas non plus ça qui va totalement driver le cours de l'or à la hausse. Il y a la baisse du dollar, ça, bon, on n'est pas forcément dedans. La raréfaction du métal et l'achat des banques centrales. Donc les banques centrales achètent beaucoup. Donc sur les 5 critères que je viens de te citer, il y en a quand même, la baisse des taux, elle est là. Hein. L'achat des banques centrales, il est là. La raréfaction du métal, il est là. Les crises géopolitique et systémique, alors systémique non, mais géopolitique, il y en a. Donc il y en a quand même 4 sur 5 qui sont bien orientés. C'est aussi pour ça qu'on voit le cours de l'or assez haut en ce moment. Ouais. Et ça peut continuer parce que, voilà, on n'a pas les 5, mais on en a quand même 4 sur 5. Bon, donc en tout cas, pour toi, bon, statistiquement, sur tes 5 critères, là, tu serais plutôt à l'achat sur l'or aujourd'hui quand même. Ça peut. Mais, voilà. Mais à quel horizon plutôt long terme, du coup Ouais, plutôt long terme, évidemment. C'est vraiment un placement sur lequel, voilà, il faut être patient.
Combien d'années minimum, toi, tu dirais pour... Minimum sur l'or, 5 ans. Ouais, je dirais 5 ans, ok. parce que et c'est vraiment pas... Enfin, alors, tu me diras, Mathieu, si t'es d'accord, mais à mon sens, c'est pas forcément un actif sur lequel il faut trader, parce que, voilà, tu connais la citation de Charlie Munger, feu Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett. Ouais, vas-y. La bourse est le meilleur moyen de transférer de l'argent des impatients vers les patients. Ah, Et vraiment, sur l'or, il y a cette citation qui s'applique pleinement. ok, bon, c'est bien. Je regarde François, ça va me donner des idées. François Simonin, voilà, qui travaille avec nous, qui est avec nous dans le studio sur la Martingale. Alors, Mathieu, justement, c'est intéressant. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Ronnie quand Ronnie dit que finalement, ce que nous dit Ronnie, je parle sous tout contrôle, que pour Ronnie, l'or et les actions sont plutôt corrélés, donc finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire de valeur refuge. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi ? Oui, et on le voit actuellement, on a des marchés actions qui sont quasiment au plus haut, même certains ont battu des records, je pense notamment au DAX, l'indice allemand, et pendant ce temps-là, on a l'or aussi qui est sur des plus hauts. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation inverse. En réponse à votre auditeur, moi ce que j'ai envie de dire, c'est achète de l'or si tu as une conviction haussière sur l'or. Pour tout placement, il faut faire attention à ces corrélations. On essaye de trouver des corrélations. À une époque, on parlait du Bitcoin comme valeur refuge aussi. On essayait de trouver un rapport entre le Nasdaq, le Bitcoin, en disant oui, il peut y avoir une corrélation négative, enfin inverse. Donc, on peut peut-être arbitrer l'un avec l'autre. Non, on voit bien que tout ça, c'est une mauvaise idée, ça ne marche pas. Parce que Ronnie l'a indiqué, chaque marché a ses propres fondamentaux, ses propres éléments qui le font bouger. Mais après, il faut penser à une chose aussi, c'est l'intérêt spéculatif de tous ces actifs-là. Maintenant, et depuis quelques années, mais la bourse est, on va dire, un vaste casino avec des comportements excessifs. Les produits dérivés amènent ces excès. Le trading algorithmique amène ces excès. Donc, on l'a vu dernièrement sur les indices d'ailleurs, avec une baisse brutale et une reprise qui l'est tout autant. Et sur l'or, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je trouve que c'est une bonne idée dans une logique de portefeuille à moyen long terme, comme le disait Ronnie, à horizon de 5 ans, profiter de trous d'air sur l'or. On en a eu un d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, on est retombé autour des 3150, 3200 dollars l'once. Donc profitons de ces petits replis pour en acheter un petit peu. Alors pas pour rentrer l'intégralité de sa ligne, c'est un petit peu tard, mais dans une logique de j'achète sur différents niveaux de prix. Moi, c'est comme ça que, dans cette philosophie de stratégie-là, c'est comme ça que j'aborde les choses. Je détermine différents niveaux de prix. Et par exemple, se dire, aller sur un portefeuille global qui va être majoritairement exposé, par exemple, sur des actions, de se dire, je mets 5% d'or, me paraît une bonne idée, sachant que je vais le garder dans une optique moyen-long terme. Peut-être que par moment, je procéderai à des allègements, éventuellement des sorties, parce que à un moment donné, il faut bien prendre des bénéfices aussi. Et puis, on y reviendra sur des niveaux de prix un petit peu plus intéressants et qui offriront un petit peu plus de potentiel. Et sur le fait de couvrir finalement son portefeuille avec l'or, il ne faut pas oublier qu'en 2008, donc année Lehman Brothers, année de la crise financière, etc., sur l'année 2008, l'or baisse. Ensuite, évidemment, lorsque la crise prend de l'ampleur, etc., ça va remonter très largement jusqu'en 2011, la quasi-faillite de la Grèce. À ce moment-là, on a un premier pic sur l'or, etc., etc. Mais le hedging n'est vraiment pas parfait, et je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Bon, donc en gros, vous le voyez plus comme un investissement de diversification plutôt que de se dire, ok, ça va forcément me hedger. Ça, c'est une idée reçue pour vous deux. Oui. Okay. Alors si Tanguy pense que l'économie va partir dans le décor et qu'on va avoir une vraie crise systémique et bancaire, à ce moment-là, pas de souci, il faut y aller, mais pas pour hedger son portefeuille à la petite semaine. Voilà, mais c'est une sorte un peu d'anxiolytique, quoi. Et je rajouterais, on peut penser qu'à un moment donné, l'économie va aller dans le mur. C'est possible, c'est pas forcément ce que je pense, mais on peut le penser. Mais le problème de ça, c'est le timing. C'est quand il va y avoir l'étincelle qui va faire que le système part en vrille. Ça peut être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. On le voit d'ailleurs dans le film The Big Short, où la personne joue le fait que les marchés vont s'effondrer. Bon, mais au final, jouer un scénario trop tôt n'est pas une bonne chose. Et c'est là où l'analyse graphique technique peut donner des éléments. En plus, on peut avoir une conviction, on va dire, macro, mais le graphique, le technique va permettre d'affiner, de déterminer des niveaux, des seuils, des configurations. Mais il ne faut pas trop anticiper les choses.
Il faut avoir raison au bon moment sur les marchés. Voilà. Alors pour Tanguy, on peut investir de manière différente dans l'or. Bah justement, c'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu parlais de stockage, etc. Aujourd'hui, là, vous deux, comment est-ce que vous recommandez? Voilà, dans le cas de profil de Tanguy, il a 26 ans, il est déjà un peu sur les marchés via son PER, etc. Là, s'il veut s'exposer un petit peu sur l'or, encore une fois, pas pour se hedger, mais pour investir, diversifier, Ronny, c'est quoi la manière la plus simple de le faire? S'il a des enveloppes qui sont ouvertes, moi je pense que les ETF, ça peut être une bonne idée. Alors, évidemment, il y a l'idée des pièces ou des lingots qui pourrait être une idée aussi, mais bon, il nous a dit qu'il avait un certain nombre d'enveloppes qui étaient ouvertes dans lesquelles il peut y avoir des avantages fiscaux en plus. Donc à cet âge-là, je pense qu'investir sur un ETF or, ça peut être une bonne idée. Sinon, il peut y avoir l'investissement via des proxys, c'est-à-dire les sociétés aurifères qui vont extraire de l'or. Mais alors ça, attention, c'est très volatile. Et la corrélation entre les sociétés aurifères et l'or n'est pas forcément prouvée. L'or est au plus haut, les sociétés aurifères ne sont pas forcément au plus haut des 10 dernières années. Donc ça peut être compliqué. Après, c'est simple à investir, c'est des actions. C'est volatile, donc forcément quand c'est volatile, on peut avoir de la plus-value, mais attention quand même. Ouais, effectivement, ces sociétés aurifères-là, les minières, etc., ça peut être très intéressant, mais il y a un risque de société derrière, il faut vraiment suivre, parce que comme tu l'as dit, c'est hyper volatile. Donc, volatile, ça veut dire des gains à la hausse, mais aussi pas mal de pertes à la baisse. Tu parlais de l'année 2008, tu sais, l'année vraiment la dernière très grosse crise financière où l'or baisse, les sociétés aurifères en 2008, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, tu as l'or qui baisse, mais en plus, tu as le risque société avec les problèmes de liquidité, solvabilité qu'on connaissait à cette époque-là. Je crois que ça fait plus de moins 60 en 2008. Donc c'est vraiment... Ok, bon, attention quand même sur les sociétés aurifères, effectivement. Excuse-moi de te couper, Amaury, mais quand les acteurs, les investisseurs ont besoin d'argent pour éventuellement couvrir d'autres positions, ils liquident tout ce qu'ils peuvent. D'où les mouvements qu'on peut avoir sur ces sociétés-là, pour certaines qui ne sont pas non plus très grosses, avec des comportements excessifs. Et ces sociétés-là ont aussi connu l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, oui, l'or a monté, donc évidemment, ils vendent leur or plus cher, mais leur coût d'extraction a aussi monté. Ouais, non, mais clairement. Donc attention, ça, il faut connaître. Tu es d'accord avec ce qu'a dit Ronny, Mathieu, sur la manière de s'exposer à l'or? Oui. ETF, l'ETF, c'est le plus simple. Et comme je disais tout à l'heure, répartir ses entrées sur différents niveaux en se disant, par exemple, j'ai envie d'assurer le coup, je vais en acheter un petit peu sur un repli, on va dire, de 15%. On n'est pas pressé non plus sur un repli de 15%. Je complète à 25-30 et puis je mets la ligne complète à moins 50. Par exemple, c'est des ordres de grandeur à avoir en tête. Mais plutôt que de se dire j'achète tous les mois ou ainsi de suite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, se fixer des niveaux d'intervention en disant allez, moi j'en veux absolument, je répartis en 3 et puis c'est dans une optique long terme et puis je conserve la ligne. Ok, très clair. Effectivement, restez avec nous. On va parler un petit peu de votre manière d'investir juste après. D'abord, on va écouter un message de Alix. Alix qui nous parle de thématiques d'investissement. On l'écoute. Salut Amaury, salut à toute l'équipe de la Martingale. J'avais une petite question pour vous. Je me demandais comment fait-on pour bien choisir une thématique d'investissement parce qu'en effet, moi, je n'ai pas accès à beaucoup de métriques qui me permettent de sélectionner et de me positionner vraiment sur les thématiques. Et puis, petite question complémentaire, une fois qu'on a choisi une thématique, comment est-ce qu'on peut faire pour y investir vraiment concrètement en bourse ou via des fonds, via des ETF? Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Alix, pour ton message. Effectivement, bonne question que beaucoup de gens se posent. Parce que investir, c'est bien, mais souvent, on se dit, ok, mais j'investis dans quoi? Et puis, investir, c'est investir sur quelque chose de concret, finalement. Et l'idée, c'est de se dire quelles thématiques choisir, quelles sont les plus porteuses. Et quand on est un investisseur ou investisseuse particulier, c'est pas forcément simple d'avoir les bonnes infos avant tout le monde. Parce qu'on rappelle, investir, c'est quand même avoir raison avant les autres. Et donc, comment trouver un petit peu la bonne thématique, déjà, avant de trouver la bonne société pour s'exposer. Donc, question qui va plutôt à Ronny pour l'instant, mais évidemment, Mathieu, tu interviens si tu as des choses à dire là-dessus pour compléter. Bon, Ronny, voilà, comment on choisit sa thématique déjà pour commencer? Alors déjà, la gestion thématique, elle est subjective et c'est tout à fait ça le problème en fait. C'est que un secteur, ça va être clair, le secteur auto, le secteur de la tech, etc. C'est clair. Si on te dit quelles actions appartiennent à la thématique du vieillissement de la population, ou la silver economy par exemple, qui est l'économie du vieillissement de la population,
bah, c'est beaucoup plus subjectif. Et alors, l'investissement thématique, il a un potentiel de croissance qui est énorme, mais en même temps, c'est difficile et on n'a pas toutes ces métriques voilà, sur les logiciels d'information financière, etc. Donc, pour choisir une bonne thématique, déjà, il faut qu'elle découle d'une méga tendance. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que ce soit une mode, il ne faut pas que ce soit une tendance. Alors, les modes, c'est à 2-3 ans, les tendances, c'est à 4-5 ans. Non, il faut que ce soit une Mais c'est quoi une méga méga tendance? tendance. C'est-à-dire, en fait, c'est une tendance qui va façonner le monde de demain. Tu vois par exemple, on parlait du vieillissement de la population, donc cette évolution démographique, on en a pour 50 ans au minimum. Les projections démographiques elles vont même plus loin. Donc ça, c'est une méga tendance. Ça, pour c'est toi. une méga tendance. Par exemple, la légalisation du cannabis, ça, c'est plutôt une mode. C'est-à-dire, il y avait des ETF qui misaient sur la dépénalisation du cannabis dans certains pays. Bon, ça, c'est pas une tendance, c'est pas une méga tendance du monde de demain. Voilà, donc voilà, il faut vraiment faire la différence. Il faut que ça s'appuie sur une méga tendance, c'est hyper important. Par exemple, autre exemple, allez, l'exode rural qu'on connaît depuis 1950, donc les gens qui vont s'installer dans les villes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. En 2050, ce sera 70%. Ça, c'est une méga tendance. Voilà. Et donc, il ne faut pas céder aux modes, aux tendances, etc. Parce que voilà, ça, c'est pas de l'investissement thématique. Ça a été théorisé par plein d'acteurs, dont Pictet, par exemple. Voilà. Et ensuite, pour une bonne thématique, il faut qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit internationale et il faut qu'elle soit transversale. Alors ça veut dire quoi structurel? Structurelle, ça veut dire l'investisseur n'a pas de questions à se poser sur le business model de la thématique pendant au moins les 20 prochaines années. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du vieillissement de la population, les courbes démographiques. La démographie, c'est l'une des sciences humaines les plus précises. Hein. La démographie nous dit qu'on en a au moins pour les 50 prochaines années. Donc, on a 1 milliard de seniors sur Terre aujourd'hui, on en aura 2,1 milliards en 2050. Donc, le nombre de clients des boîtes de cette thématique ne va faire qu'augmenter. Ça veut dire que théoriquement, le chiffre d'affaires des boîtes de cette thématique ne va faire qu'augmenter. Ça ne veut pas dire que ça va monter en bourse de manière linéaire comme ça. Hein. Ça veut dire que les perspectives économiques ne vont faire qu'augmenter. Ça n'a rien à voir avec le potentiel boursier. Les perspectives économiques et le potentiel boursier, c'est pas pareil. Mais de manière générale, à long terme, les perspectives économiques sont rejointes par le potentiel boursier. Donc, structurel, il ne faut pas se poser de questions sur le business model de la thématique, sur le modèle économique de la thématique, au moins pendant les 20 prochaines années. International, si c'est une thématique qui est censée reshape, façonner le monde de demain, elle ne peut pas être juste régionalisée à 2-3 pays, etc. Il faut qu'elle soit internationale. Je te prends un exemple, la cybersécurité, même si les boîtes sont réparties dans plusieurs pays qui tiennent plutôt le lead sur cette thématique, le cyberespace, il est mondial. Et donc la problématique, elle est mondiale. Pareil, le métaverse, c'est mondial. La problématique est mondiale. Donc il faut réellement que la problématique de la thématique soit mondiale. Et enfin, transversale, il faut que ce soit multisectoriel. Une thématique, c'est pas un secteur. La tech, c'est pas une thématique. Par exemple, l'IA, la robotisation et l'IA, ça c'est une thématique parce que c'est multisectoriel. Tu vois, les banques, c'est pas une thématique. Par contre, finance du futur, la digitalisation des paiements, la blockchain, etc., ça c'est multisectoriel. Ça c'est une thématique. Donc en fait, il faut pas confondre une thématique et un secteur. Il y a plusieurs secteurs dans une thématique. Okay. Et donc, quand on a compris ça, quand on a une thématique qui est structurelle, internationale et transversale, eh ben, on peut se permettre d'aller chercher après des ETF, des fonds. Je vais laisser peut-être un peu Mathieu répondre sur cette question, mais de manière générale, après, on peut expliquer comment chercher le bon ETF, le bon fonds sur chaque thématique. Alors peut-être moi j'ai une question, là donc super, là tu as donné des critères et tout, sans donner forcément de conseils en investissement. Est-ce que là, je sais pas, est-ce que toi tu as déjà parlé là, du vieillissement de la population, est-ce que tu as deux autres thématiques un peu là, selon toi, tu parlais de méga tendances. Est-ce que tu peux nous citer deux autres idées d'investissement qui cochent un petit peu toutes les cases que tu nous as données là aujourd'hui? Bien sûr, par exemple, tu as la thématique cloud et IoT. Alors IoT, c'est Internet of Things, c'est l'Internet des objets, donc c'est les objets connectés. Bon, elle est en croissance vraiment
très importante. Le cloud, évidemment, on en a besoin de manière générale pour stocker ces données, mais on en a aussi besoin pour l'Internet des objets. C'est-à-dire que quand tu arrives chez toi et que tu as programmé ton chauffage, ou alors on va vers l'été, ta clim, pour qu'elle soit, pour que ton appartement soit à tel et tel degré, cette donnée, elle est conservée dans un cloud. Et avant, quand on n'avait pas ça, il y avait l'Internet des objets, on utilise Bluetooth, etc. Machin, mais maintenant qu'on a ça, évidemment, le cloud permet à l'Internet des objets vraiment un essor qui est énorme. Je te parle bien sûr dans le domestique, mais il y a aussi, de manière générale, dans l'industrie, tu peux avoir évidemment des capteurs dans des camions, etc. Donc l'Internet des objets a vraiment explosé avec le cloud. Et donc on a un besoin pour l'IA, pour la robotique, etc., on a un besoin de cloud déjà de manière générale, et en plus ce besoin il est catalysé par l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, qui est réellement en train d'exploser partout dans le monde. Il y a des milliards d'objets connectés actuellement en utilisation, et ça ne fait qu'augmenter. Ok, très clair. Je ne sais pas si tu as une réaction pour l'instant, Mathieu, je ne sais pas si tu as une chose à ajouter sur ce qui est dit. Ouais, Ronnie parlait de mode et de méga tendance. C'est vrai que moi, je vais m'intéresser parfois au mode. Parce qu'on est sur des horizons de temps qui sont assez différents. Ronnie parlait de méga tendances qui vont durer peut-être 20 ans. Et justement, dans ces phases-là, moi, je vais m'intéresser à des dossiers. Vous voyez, moi, en tant que trader, j'ai pas véritablement de conviction. Et je pense que c'est dangereux d'être trader et d'avoir des convictions. Nous, ce que l'on fait, moi, mon boulot, c'est d'être opportuniste. C'est de saisir les opportunités là où elles sont. Donc, ça peut être, par exemple... pour rejoindre Ronnie, en ce moment, ça peut être par exemple du Tesla. Oui, Tesla qui bouge beaucoup, qui est vraiment à la croisée de la mobilité, de l'énergie et évidemment de la robotique. Donc c'est une société intéressante, alors qui ne fait pas l'unanimité. Il suffit de regarder, de lire les analyses. Certains visent 2005 alors que d'autres visent $50. Donc ça part un petit peu dans tous les sens parce que c'est très difficile d'estimer et d'évaluer une société comme celle-ci. Mais moi, considérant que ces valeurs-là, si à horizon moyen-long terme, elles devraient monter, je vais essayer de capter des morceaux, et dans ces phases-là, de capter des morceaux de mouvement. Tesla, par exemple, il y avait une opportunité d'achat il y a quelques temps. Moi, j'en ai parlé, je l'ai proposé, je l'ai fait. Bon, voilà. Après, est-ce que j'ai une conviction sur la durée sur Tesla? Oui, mais sur d'autres dossiers, non. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller quand même. D'accord, mais alors je précise que vous ne gagnez pas votre argent de la même manière. C'est-à-dire que toi, Mathieu, tu surfes un petit peu, tu t'intéresses à tout ce qui est volatile, tout ce qui a des mouvements à la hausse ou à la baisse, et puis tu vas nous expliquer tout à l'heure un petit peu comment tu fais tout ça. Et toi, Ronnie, tu es plus quelqu'un qui est convaincu sur le long terme parce que tu regardes plus les fondamentaux d'une société ou d'une tendance ou d'une société qui est dans une méga tendance, comme tu nous dis. Exactement la différence, entre l'horizon le d'investissement, trading et l'asset management. C'est-à-dire que nous, on va utiliser un tout petit peu l'analyse technique à la fin. C'est-à-dire que quand on a fait notre analyse fondamentale, on va regarder peut-être un tout petit peu l'analyse technique pour savoir si c'est le bon moment ou si on peut essayer de capter un meilleur moment, etc. Mais sinon, c'est vrai que nous, c'est plus fondamental. Et moi, à la rigueur, c'est plutôt l'inverse. Je vais voir le graphique, je vais avoir un signal et je vais regarder rapidement comment sont les fondamentaux, par exemple, de la société. Ah, donc tu vas quand même regarder un petit peu. Ouais, vite fait. Ouais. Okay. Après, j'ai des notions sur beaucoup de sociétés, mais certaines que je ne connais pas, je me dis, tiens, celle-ci, elle en est où? Quelles sont les dernières news? Je regarde un petit peu les fondamentaux et je me dis, est-ce que ça me conforte dans ma décision d'y aller? Ou est-ce qu'au contraire, ça me freine et je laisse tomber, il y aura d'autres opportunités? Ok, très clair. Et justement, ça va être l'objet de la prochaine question que ça. Mathieu, tu vas nous expliquer tout ça? Ouais, Ronnie. Non, juste pour être complet, pour répondre à notre auditrice de manière complète, et puisqu'on parle de fondamentaux, dans l'investissement thématique, c'est très important. Il faut éviter ce qu'on appelle le thématique washing. Ça, à l'image un petit peu du greenwashing, c'est un gérant. Elle nous demandait comment sélectionner les fonds et les ETF. En fait, un gérant, par exemple, d'un fonds action international, il peut finalement avoir des sociétés qui sont pas réellement liées à la thématique, mais qui peuvent faire une toute petite fraction de leur chiffre d'affaires avec la thématique en question. Il faut vraiment regarder les fonds. Par exemple, moi j'avais vu un fonds sur le vieillissement de la population. La première action, c'était Visa.
Et la deuxième, Google. Bon, je ne sache pas que ma grand-mère soit une des contributrices principales de Google, enfin, peut-être pour regarder les solutions des mots fléchés gagnants parfois, mais voilà, tu vois, c'est pas elle qui va driver le chiffre d'affaires de Google. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention au thematic washing, donc sélectionner des bonnes thématiques, pas des modes, et aussi sélectionner des fonds dont voilà, on sait à l'intérieur que les boîtes font plus de 50% de leur chiffre d'affaires lié à la thématique. Et alors concrètement, justement pour finir sur la question d'Alix, une fois qu'on a trouvé la bonne thématique, comment est-ce qu'on investit concrètement? Parce qu'il y a plein de supports d'investissement, il y a des fonds, il y a des ETF, est-ce qu'il faut acheter directement des actions? Comment tu fais toi, Ronnie? Quel conseil tu donnerais là-dessus? Bah, évidemment, on peut le faire en titre vif, mais faut connaître, hein, on peut le faire en action. Mais bon, déjà, il n'y a pas de thématique sur les obligations. Hein. Tous les gens qui disent qu'il y a des thématiques sur les obligations, c'est pas le cas. On ne va pas profiter de la croissance d'une méga tendance avec de l'investissement obligataire. L'investissement obligataire, c'est pour loquer un taux, c'est pour avoir un taux d'intérêt qui va payer un certain pourcentage, mais il n'y a pas de thématique sur les obligations. Donc, c'est déjà que sur les actions. Et évidemment, ça peut être plus simple pour Alix d'aller sélectionner un ETF. En général, lorsque la thématique elle est hyper large, il y a beaucoup de fonds. Et lorsque la thématique elle est très étroite et qu'il y a des indices justement qu'on peut traquer, il y a beaucoup d'ETF. Par exemple, sur la cybersécurité, elle retrouvera beaucoup d'ETF. Sur le vieillissement de la population, elle retrouvera plutôt des fonds avec des vrais gérants physiques. Et c'est quoi justement la différence entre un fonds et un ETF? C'est quoi? C'est qu'un fonds, ça va y avoir de la gestion active derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent voilà, bon bah nous... on est indexé à un panier d'actions et puis on rentre, on sort suivant un petit peu ce qui se passe dans le marché, alors qu'un ETF ça va être plus figé, c'est ça la différence? C'est ça, en fait, un fonds, tu vas avoir un gérant physique qui va essayer de surperformer un indice, et puis l'ETF, synonyme d'ETF c'est tracker, hein, va essayer tout simplement de répliquer un indice sans avoir de choix discrétionnaire. Alors parfois les gérants peuvent être meilleurs que les ETF et parfois les ETF peuvent être meilleurs que les gérants, ça c'est le grand débat. Il y a des amateurs de gestion plutôt active, donc avec des fonds, il y a des amateurs de gestion passive avec des ETF. Voilà, il faut regarder au cas par cas. Et bien justement, on va passer tout de suite à la question de Dylan qui nous demande un petit peu comment est-ce qu'il peut investir. Quelle est la manière la plus efficace de faire? On écoute Dylan. Hello la martingale, hello Amaury. Bon, j'ai quelques petites questions à vous poser. Pour vous expliquer, je suis tout nouveau moi dans le monde de l'investissement. L'objectif, il est clair, il est simple. C'est de commencer à faire fructifier mon argent de manière régulière et surtout intelligente. Je viens de m'inscrire sur une plateforme d'investissement, mais je ne sais pas par quoi commencer tout simplement. Moi, ma première question, c'était quand on débute, c'est quoi au final la meilleure manière de se lancer, pardon. Est-ce qu'il faut mieux investir un peu chaque mois en automatique ou attendre vraiment d'avoir une grosse somme à placer? J'ai également une deuxième question, c'est que j'entends beaucoup parler de trading autour de moi. Voilà, c'est parfois présenté un peu comme un moyen rapide de gagner de l'argent. Mais au final, c'est quoi concrètement que le trading? C'est quoi la différence, par exemple, entre investir et trader? Et est-ce que tout le monde, au final, peut vraiment gagner de l'argent avec ça ou c'est un mythe? Et pour finir, j'avais quelques petites questions avec l'actualité. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que les marchés sont super volatiles, que ça monte, ça descend. Au final, est-ce que c'est bon moment pour commencer à investir et comment on s'y prend quand on veut investir dans un environnement aussi instable? Donc voilà toutes mes questions. J'espère que je vais pouvoir trouver la bonne stratégie pour investir, surtout en ce moment. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre et des gros bisous à toute la martingale et ciao ciao. Eh ben, on t'embrasse Dylan, merci beaucoup pour tes questions. Voilà, J'espère que tu les as notées. Ah ouais, voilà, j'ai tout noté là. Non, mais il y en a plusieurs. On a du pain sur la planche, messieurs. Bon, la première question, voilà, il est sur une plateforme d'investissement et il se demande, il entend pas mal parler du fameux DCA, le dollar cost averaging, qui est très à la mode en ce moment. En gros, souvent on dit, il y a une sorte de pensée commune qui disent voilà, faites du DCA, c'est-à-dire investissez des sommes régulières sur un ETF par exemple, et puis attendez. Voilà. Est-ce que pour vous, ça peut être une bonne solution? Mathieu, alors toi, c'est pas forcément comme ça que tu investis, mais... Non, mais je suis assez partagé sur le sujet. Je trouve que d'un côté, c'est un bon coup de projecteur sur l'investissement en bourse.
parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la bourse, il y avait toujours cette connotation, on va dire, trading, risque, court terme. Ce n'est pas que ça, la bourse, pour les particuliers. Ça peut être, comme disait Ronnie, des ETF qu'on laisse porter pour des durées de temps assez longues. Donc je suis assez partagé parce que je trouve que ça manque de nuances. Quand on nous expose le DCA, on a l'impression que c'est la martingale. C'est fantastique, il n'y a rien de mieux, c'est très simple, ça il faut le reconnaître, hein, c'est accessible au plus grand nombre, d'où le succès. Quand on regarde les volumes par exemple sur les ETF en France, ont explosé ces dernières années. Il y a eu encore un rapport il n'y a pas si longtemps, on est sur des records de volume, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, il y a quand même des questions à se poser, dans la mesure où on nous présente le DCA comme un formidable outil pour préparer sa retraite, parce qu'on s'adresse généralement à un public qui a 20, 30 ans, allez, 40 ans, et on leur dit, eh bien, faites ça pour les 20, 30 prochaines années. Mais il y a quand même des questions à se poser. Quid de la démographie? On y en parlait tout à l'heure. Que va-t-il se passer dans les prochaines années, dans la mesure où ces dernières années, la démographie a porté aussi les marchés. Et démographie égale consommation. Quand la démographie baisse, il y a moins de consommation. Quid de l'accès aux matières premières aussi? C'est ce qui a contribué au boom des marchés aussi ces dernières années. Comment va être l'accès aux ressources on voit bien d'ailleurs les tergiversations un peu de Trump avec le Canada, avec le Groenland. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet avec l'Ukraine aussi pour les métaux rares. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet, il y a une vraie préoccupation. Que faire en cas de guerre? Parce que quand on investit sur 20, 30, 40 ans, il faut quand même l'envisager. C'est pas forcément le plus probable, mais il faut quand même l'envisager. Que faire si jamais à l'approche de ma retraite on a un crack? Parce que dans l'idée du DCA, j'ai un portefeuille, si les marchés montent de plus en plus gros, je suis de plus en plus exposé. Mais si jamais on a une baisse à ce moment-là, qu'est-ce que je fais au moment où je souhaite profiter de ce pécule, de ce travail que j'ai mis en place durant de nombreuses années? Comment je réagis? Et puis, il faut pas sous-estimer, et c'est ça la difficulté de la bourse. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas pour tout le monde, l'investissement en bourse, même l'investissement de manière générale, parce que ce qui est particulier dans cette activité-là, c'est que on a son compte sous les yeux en permanence. Quand on fait de l'immobilier, on achète un bien, et on ne regarde pas au jour le jour les variations de ce bien-là. De toute façon, il ne bouge pas non plus tous les jours, mais on n'a pas l'estimation de son bien tous les jours. Sinon, parfois, on se ferait peut-être des sueurs froides. Alors que sur les marchés, on a la possibilité d'avoir en temps réel la valorisation de son compte. Donc, la gestion émotionnelle est également compliquée sur les marchés, dans la mesure où, quand on entend parler beaucoup des marchés financiers, généralement, c'est quand ils baissent. C'est pas quand on monte. Donc là, on l'a vu dernièrement avec on va dire le mini-crack suite à l'annonce des droits de douane de Donald Trump. Bon, là, la une des JT, c'était les marchés chutent, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez, c'est là où l'aspect émotionnel, psychologique est très important quand on intervient sur les marchés. Bon, pour être concret, c'est pas facile parce que Dylan a pas mal de questions. Mais comme il a pas mal de questions et qu'il est motivé, on peut lui donner plusieurs réponses. On peut lui donner tout un tas d'outils après pour qu'il puisse investir à sa guise. Absolument. Donc, il est sur la plateforme. Il a quand même envie d'aller sur les marchés, Dylan. Qu'est-ce que tu penses, Ronnie, du DCA? Est-ce qu'on peut quand même lui conseiller du DCA s'il est long terme, dans un investissement long terme? Est-ce que c'est pas mal qu'il fasse une partie de son investissement en DCA? Pourquoi pas, oui, de toute façon, voilà, il faut diversifier, comme on dit, de manière générale, on va pas enfoncer les portes ouvertes, mais de manière générale aussi, tu parlais d'ETF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETF, c'est un instrument qui est coté en continu, et donc on a envie de le trader presque. La tentation est grande. Exactement, sauf que dans l'ETF, tu as un spread bid-ask, c'est-à-dire un écart entre l'offre et la demande, et cet écart entre l'offre et la demande, plus tu traites, plus tu vas le perdre. C'est comme quand tu changes une devise, tu vas faire des vacances dans un pays étranger, tu as un écart entre l'offre et la demande. Là, c'est pareil. Et donc, contre-intuitivement, un ETF, finalement, normalement, ça devrait se garder plus longtemps qu'un fonds. Parce qu'un fonds, tu as des frais de gestion plus élevés. Mais un ETF, finalement, pour profiter du fait que les frais de gestion sont faibles sur un ETF,
le mieux c'est de le garder le plus longtemps possible. Autant en profiter pendant 10 ans que les frais de gestion soient faibles. Ok, donc pour Dylan, que tout le monde, jusqu'autour de la table, il y a un peu un consensus pour dire voilà, ta partie long terme, tu peux quand même faire un peu de DCA sur des ETF. Ouais, mais ça peut être intéressant. il peut essayer aussi de l'optimiser sans monter des stratégies complexes. Comme ce que tout à l'heure je vous disais sur l'or, dans le principe, profiter de repli plutôt que d'investir à jour fixe tous les mois, de se dire je stocke cet argent-là pour une opportunité. Sur repli, l'idée étant d'optimiser le prix d'entrée, d'intervenir au meilleur prix possible. Et donc, à ce moment-là, ce qui a été accumulé pendant peut-être plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, je le mets à ce moment-là et je me constitue mon portefeuille de cette façon-là. Moi, je trouve qu'on va dire un DCA optimisé est plus intelligent, c'est plus raisonné, c'est plus raisonnable qu'un DCA où j'achète. Alors oui, ça nécessite... Allez, on va dire 2-3 notions d'analyse graphique, mais sans aller vraiment très loin. Par exemple, un indicateur, une moyenne mobile sur des prix, considérant que régulièrement on revient des moyennes mobiles un peu longues, considérant que régulièrement on revient à proximité de celle-ci, c'est déjà une bonne base d'investissement. Ok, donc DSM, ouais, vas-y. Et puis il parlait d'investissement progressif. Dylan, à un moment, il disait, voilà, j'ai entendu qu'il fallait investir de manière progressive sur des grands indices mondiaux, etc. Il a 100% raison. Pour le coup, il y a pas mal d'études qui montrent que l'investissement progressif, donc investir toujours le même montant, c'est super important, toujours le même montant sur un indice, fait que, évidemment, comme on investit toujours le même montant, on va acheter moins de titres lorsqu'ils sont élevés et plus de titres quand ils sont bas. Et donc, sur très long terme, on va se retrouver avec plus de titres moins chers que de titres chers. Et donc, l'investissement progressif, effectivement, là, il a raison, c'est l'une des meilleures façons d'investir et je lui conseille de continuer, effectivement, de faire ça. Et puis, il nous parle aussi, il nous demandait dans l'une de ses questions, voilà, est-ce que c'est le bon moment par rapport aux perspectives économiques qui peuvent se dégrader, etc. Bon, les perspectives économiques qui se dégradent, c'est pas forcément la bourse qui se dégrade. C'est pour ça qu'on a les marchés qui sont assez hauts aujourd'hui. Je sais pas si tu connais l'histoire du promeneur et son chien. Alors non, vas-y, ouais. L'histoire du promeneur, en fait, le promeneur, c'est l'économie mondiale, et le chien, c'est la bourse. Et donc, ils commencent la balade ensemble, et puis le chien, il va partir devant, il va tirer l'économie mondiale, et puis le chien, il va trouver quelque chose qui l'intéresse, il va s'arrêter, il va tirer le promeneur vers derrière, etc. Et puis, voilà, ça change tout au long de la promenade, mais ils finissent toujours la balade ensemble. C'est-à-dire que la bourse, en fait, anticipe toujours des variations de l'économie mondiale. Et c'est pas parce qu'on voit l'économie mondiale dégradée en ce moment que la bourse, qui anticipe à plusieurs mois, voire plusieurs années, va être forcément dégradée. C'est très souvent dans les récessions, au cours des premiers mois de la récession, qu'il faut acheter. Donc attention à pas trop se focus sur l'économie mondiale, mais plutôt sur les anticipations, sur est-ce que on estime que ça peut s'améliorer. Et surtout, ne pas oublier, effectivement, Trump qui crée de la volatilité, etc. Ne pas oublier quand même que les marchés aiment Trump. Les marchés apprécient ces tax cuts qu'il a prévu de faire après toutes ces interventions sur les droits de douane, etc. Donc, pas forcément se laisser perturber par le bruit qu'il peut y avoir sur les marchés. Donc pour toi, pas forcément un mauvais moment. Non, pas forcément un mauvais moment. Après, on ne peut pas dire non plus que les valorisations soient hyper attractives. Ça a un petit peu baissé au cours du mois d'avril et puis maintenant c'est remonté. Donc il faut toujours regarder un triptyque, ce qui est les fondamentaux. Chez nous, c'est coefficient 3 dans la prise de décision. Les valorisations, donc là en ce moment elles sont moyennes, elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas bonnes non plus. Et puis l'analyse technique avec le professionnel. Justement, on va finir sur le trading, donc je me tourne vers Mathieu. Mathieu, en fait, la question que se posait Dylan aussi, c'est qu'il entend parler de trading. Peut-être déjà tu peux nous définir rapidement c'est quoi le trading, et puis après, en tant qu'investisseur particulier, est-ce qu'on peut réellement gagner de l'argent en tradant? Parce que beaucoup de gens sur les réseaux nous font croire ça. Est-ce que c'est vrai? Mais déjà, pour toi, c'est quoi le trading, là, en quelques mots? Le trading, c'est l'achat et la vente d'instruments financiers, que ce soit des actions, des ETF, des devises, de la crypto. Donc, plutôt, on va dire, dans une logique de court moyen terme. Mais quand on dit trading ou quand on dit trader, c'est un terme générique. Ça veut un peu tout dire et rien dire. Parce que dans le trading, il y a du trading discrétionnaire
ce que moi je fais, par exemple, c'est-à-dire que je fais mes propres analyses et je les exploite. Et ensuite, il y a du trading algorithmique. Trading algorithmique qui va servir à... Par exemple, le trading haute fréquence, dont on entend parler assez souvent, c'est du trading algorithmique. Donc, ce sont des quants qui bâtissent des algos qui vont détecter des opportunités de marché. Il va y avoir du trading d'arbitrage. Arbitrage entre deux sociétés, je sais pas, Renault, Stellantis par exemple. Je pense que l'une va surperformer l'autre. Ça peut être de l'arbitrage entre des dérivés aussi, ce qui se fait énormément. Donc, c'est pour ça, c'est un terme générique. Et les horizons de temps aussi sont très différents. Certains vont faire ce qu'on appelle du scalping, donc des positions qui vont durer quelques secondes. D'autres vont prendre des positions plutôt sur, on va dire, de l'intraday du swing, ce que j'ai plutôt tendance à faire moi sur les indices. Et puis après, d'autres vont laisser porter un petit peu plus sur des horizons de temps de plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un terme générique où chacun doit trouver la façon qui lui correspond. Vous voyez, c'est ça que j'ai un petit peu envie de répondre à l'auditeur, c'est est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien, mais mets en place un plan d'investissement qui te correspond. C'est ça le plus important. Donc il peut y avoir une poche d'investissement long terme, et je rejoins Ronnie là-dessus, il y a de belles choses à faire sur des méga tendances, tout ça, c'est une poche. Et s'il a envie de s'exercer un petit peu sur les marchés, oui, en termes de trading, donc pour profiter, le trading c'est l'idée de profiter de la volatilité. Donc comme je le disais tout à l'heure, un trader a rarement de conviction forte. On est plus là en tant qu'opportuniste. Donc on détecte une configuration, on y va, on la joue avec des probabilités que l'on estime. Ce n'est pas des calculs stricts mathématiques, mais avec un petit peu d'expérience et quelques outils, on arrive à avoir une idée des probabilités quand on tente quelque chose. Et comment tu fais, toi? Quel conseil on peut donner en particulier? Alors attention, hein, évidemment, dans le trading, il y a d'autant plus un risque de perte en capital, etc. Il faut connaître, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, on pourra pas le former là, comme ça avec les quelques minutes qui nous restent. Mais quel conseil tu aurais à donner? C'est-à-dire comment tu choisis un actif sur lequel tu vas trader, par exemple? Comment tu te dis, ça va être sur une matière première, sur une action, sur une... Plutôt un indice. Un indice, ouais. Oui, un indice où il y a un panier d'actions. Tout dépend le projet, tout dépend le plan. Si c'est faire du trading, comme moi je l'entends, c'est-à-dire qu'on fait des opérations, on va dire, dans la journée, qu'on garde quelques temps, mais on en monte également sur du moyen terme à horizon quelques semaines. Par exemple, moi, j'interviens beaucoup sur les dérivés. Les futurs, je trouve, ou les CFD, qui sont des contrats de différence, sont des excellents instruments pour faire des opérations dans la journée. Et après, moi, je trouve que les options sont... C'est un très bon instrument pour des positions un petit peu plus longues, qu'on va laisser porter un petit peu plus, ou éventuellement couvrir des portefeuilles, où là, la logique, la philosophie est un petit peu différente. Mais il ne faut pas considérer que c'est inné, le trading, ça s'apprend. Il y a des choses à savoir. Et souvent, voilà, les outils, on a tous accès à des outils extrêmement simples. Avec un téléphone, on peut passer des ordres. La tentation est très grande. Les effets de levier sont parfois séduisants. Le premier conseil que j'ai envie de donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le trading, c'est 1. Sois patient. 2. N'utilise pas d'effet de levier. 3. Apprends les indicateurs qui existent, apprends la construction des marchés, le fonctionnement des marchés. Voilà, tout ça s'apprend. Et malheureusement, 4, même avec tout ça, tu n'as pas la certitude d'y arriver. Parce qu'il y a toute une logique, il y a toute une logique émotionnelle là-dedans. Le trading, pour le faire depuis 20 ans, quasiment, moi j'ai toujours considéré que c'était un sport de haut niveau. Ça nécessite une hygiène de vie, parce qu'il faut être en forme quand même. Et c'est la répétition qui fait la différence. C'est la force de l'addition. Vous voyez, un trader, c'est pas quelqu'un qui recherche un grand coup. Moi, des gros coups en 20 ans, ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment des gros coups. Mais la plupart du temps, c'est l'accumulation qui fait la différence. Et souvent, certains vont sur les marchés à la recherche du gros coup. Non, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un truc un peu fictif, quoi, qu'on nous promet de nous dire, je vais faire fortune du jour au lendemain avec le trading, c'est pas vrai. Mais non, alors, ça peut être vrai. Mais sur un coup de chance. Ça peut marcher une fois, mais pas... Voilà. Exactement. Et c'est là où c'est parfois perturbant pour certains qui vont se lancer, vont faire des bonnes choses, se dire, c'est bon, j'ai tout compris. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. En fait, quelque part, c'est dangereux que ça se passe bien au début, quoi. Mais bien sûr.
Allez, il vaut mieux galérer un petit peu au départ, se remettre en question, mettre en place des process, mettre en place une méthode, une façon de réfléchir, et puis ensuite aborder les marchés d'une manière prudente et progressive. Et quel conseil tu pourrais donner à Dylan si jamais, sur une petite partie de son portefeuille, il se dit voilà, je veux tenter un petit peu des achats, des ventes, donc un petit peu de trading, entre guillemets, même si tu as bien dit qu'il n'y avait pas qu'un seul type de trading, quel conseil tu pourrais lui donner là, c'est se former, comment est-ce qu'il peut se former, comment est-ce qu'il peut apprendre ça Il y a du contenu disponible sur YouTube. Bon, moi, il peut venir me voir, évidemment. Mais à chaque fois, moi, sur les réseaux, on voit pas mal de contenu. Et c'est bien hein, ce qui est fait. Souvent, il y a des choses de qualité. Après, il faut se demander si la personne est vraiment objective dans sa démarche. C'est là où parfois, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mais déjà, moi, considérant que l'analyse graphique et technique est un pilier de mon approche des marchés, le premier conseil, c'est d'acheter un bouquin d'analyse graphique technique, non pas de l'apprendre par cœur, ça sert à rien, mais de comparer des graphiques et de comparer ce qu'il voit dans les livres. Et le trading, moi, ce que j'exploite, ce ne sont que des probabilités. J'analyse une situation, je détermine des scénarios probabilistes et je vais jouer celui qui me paraît le plus probable. Et le plus probable, la plupart du temps, c'est de jouer des poursuites de tendance. C'est pas d'être contrarien. Être contrarien, c'est bien pour la com, pour se gourouniser en quelque sorte. Ouais. Mais pour le portefeuille, c'est catastrophique. Ok. Donc il faut jouer des poursuites de tendance avec des scénarios d'infirmation, on va dire des plans B. Très clair. Voilà, Dylan, tu as du pain sur la planche. Il nous reste 3 minutes, messieurs. On va passer aux questions cash. Et là, les questions cash, il y en a 2. La première, c'est un petit peu votre investissement casino, entre guillemets. Ce n'est pas un conseil en investissement. Vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas celle de vos clients. Là, s'il y avait un truc qui vous titille, mais qu'on enlève toute notion de risque, dans quoi est-ce que tu irais, Ronnie, pour commencer? Voilà, là, s'il y avait un actif où tu te dis, bon j'y allais pas parce que c'était trop risqué, mais là, si tu enlèves la notion de risque et que tu te dis, allez, vas-y, je tente un truc, ce serait quoi? Alors très rapidement, moi je pense que la thématique exploration spatiale, elle est vraiment très intéressante en ce moment. On a libéré du potentiel effectivement en plus depuis l'élection de Trump sur cette thématique. La guerre aujourd'hui, elle est 2.0, mais elle est aussi dans l'espace. Donc vraiment cette thématique exploration spatiale. De manière générale, j'aurais pas le temps de développer, mais j'aime bien la société Rocket Lab. Et alors, si je devais investir, un coup de casino, on va dire, peut-être prendre une option sur un call sur Rocket Lab. Très bonne idée. Un call sur Rocket Lab qui est vraiment une société. Alors attention, un casino, on a dit, donc société qui n'est Déjà pas. avec le nom, hein, Rocket Lab, là, tu te dis. Lanceur d'engins, société de lanceur d'engins dans l'espace. Et. Société pas profitable, hein, donc attention, j'ai pas oublié la dimension casino. Oui, on précise que ce n'est pas un conseil d'investissement. Absolument, donc société qui actuellement n'est pas profitable, mais qui augmente de manière, peut-être pas exponentielle, mais de manière très importante son chiffre d'affaires chaque année, et qui réduit ses pertes, et qui, à mon sens, a la capacité de devenir un acteur majeur de l'exploration spatiale. Encore une fois, aujourd'hui, le cloud peut se passer un petit peu dans l'espace également, la cybersécurité également, les guerres qu'on connaît, il y a une partie qui se passe dans l'espace, etc., etc. Donc, Okay. à mon sens, voilà, pour mon investissement casino. Très clair. Donc là, tu as un pari à faire sur l'espace. Allez, Mathieu, c'est à toi. Ce serait quoi ton pari du moment? C'est plus qu'un pari, parce que c'est quelque chose que j'ai joué. Donc, j'ai acheté il n'y a pas longtemps du call, parce qu'histoire, on est sur une idée un peu qui va faire des étincelles, donc allons-y gaiement, sur Tesla. Du call sur Tesla, considérant que, comme je le disais tout à l'heure, Tesla est vraiment à la croisée. Moi, je crois beaucoup à la robotique. C'est le présent, parce que Tesla, par exemple, va sortir ses robotaxis incessamment sous peu. Hein. Aux États-Unis, il y a déjà, je crois, le mois prochain, le début de la commercialisation. Tesla est bien positionné également dans les robots humanoïdes. Donc, moi, j'ai envie de jouer cette idée-là. C'est pas que j'ai envie, je l'ai joué, mais je joue cette idée-là à fond. Via des options, si je me plante, ça me coûte mon option et tant pis pour moi. Mais avec des objectifs, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'objectifs avec des sociétés qui ont du mal à estimer. Vous prenez par exemple Cathy Wood de ARK qui vise $2500. Bon, je me dis pourquoi pas, alors sans forcément aller à $2500, mais partant de
On était à 250, 300 il n'y a pas si longtemps. Si par exemple il y a un potentiel, on va dire, allez, ne serait-ce que si on faisait la moitié, on revient par exemple à 1000, l'option va nous procurer un effet de levier qui est considérable. Tu es en train de me dire que tu fais parfois des investissements casino alors. Oui, mais justement, les options permettent ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai une conviction, j'ai une idée forte, et je vais profiter justement de cet instrument-là en me disant, c'est ma mise, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est perdu, tant pis pour moi. Ok, on se dépêche parce que on a un petit peu dépassé le temps. La dernière question cash, c'est l'investissement à 10 ans. Vous êtes sur une île déserte, Ronny, t'es sur une île déserte, tu es en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, tu vas le déterrer dans 10 ans sans y avoir accès. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Tu peux mettre plusieurs actifs. Alors évidemment, nous, on a un tropisme pour les thématiques. Donc, moi, je regardais les méga tendances, parce qu'on en parlait tout à l'heure, qui vont continuer de performer à 10 ans. Et c'est quoi? Sur toutes les méga tendances qu'on a, il y en a plein, hein, mais sur toutes les méga tendances qu'on a, c'est lesquelles sur lesquelles on est vraiment sûr. Il y a le vieillissement de la population, hein, je te disais, la démographie, c'est une science vraiment quasiment exacte. Il y a l'exode rural et l'urbanisation. Voilà, les villes vont continuer de se peupler. Il y a le changement climatique et tout ce qui est en jeu sur les énergies renouvelables. Il y a l'accroissement de la connectivité globale. Et il y a la digitalisation des habitudes de consommation. Ça, c'est vraiment celles qui vont vraiment le plus performer. Et donc, du coup, ça nous donne les thématiques Silver Economy, donc l'économie du vieillissement de la population, les infrastructures, les villes intelligentes, pour tout ce qui est urbanisation, les énergies propres, le cloud, dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure, et puis l'économie numérique. Et donc, à chaque fois, si tu veux, il y a des ETF là-dessus. Je ne sais pas si on a le temps. Il y a des ETF et des fonds. Potentiellement, on peut, voilà, je sais pas si tu veux que je les cite, mais tu peux en citer un ou deux, vas-y. Voilà, par exemple, sur la Silver Economy, donc il y a le iShares Aging Population, donc de BlackRock, qui permet de s'exposer sur la thématique de l'économie du vieillissement de la population, ou alors encore sur par exemple le cloud, tu as Montpensier, société de gestion, qui fait M Cloud Leaders, donc c'est vraiment toutes les entreprises leaders du cloud. Alors voilà, il y en a plusieurs, j'ai pas le temps de tous de les citer, mais globalement, sur chacune des thématiques que j'ai citées, il y a un fonds, un ETF qui existe, mais il y en a même plusieurs, parce qu'à chaque fois, on s'assure qu'il y a un gisement de fonds et d'ETF qui existent. Ok, et très clair, merci beaucoup Ronny. Mathieu, toi, ton investissement à 10 ans dans le coffre, tu mettrais quoi? Alors justement, je voulais changer un peu des investissements, on va dire, traditionnels, et je voulais jouer une zone géographique. Ah. Ouais, l'Inde. Alors pourquoi l'Inde? Parce que on est sur le pays le plus peuplé au monde, ce qui est de nature à booster la consommation. D'ailleurs, on voit que la Chine balbutie en ce moment parce qu'il y a un frein à ce niveau-là. Donc je joue le côté un peu démographique, considérant que l'Inde s'est beaucoup développée et va continuer dans cette idée-là. Je joue également une situation économique qui est quand même assez intéressante. On est sur une croissance de 6-7% par an. L'Inde récupère également, devient un bassin de productivité, récupère un petit peu ce que toutes les entreprises qui partent de Chine s'installent aussi en Inde, dans la mesure où la situation politique est également assez stable en Inde. Donc sur 10 ans, j'ai essayé de me dire, allez, qu'est-ce que je pourrais faire, sachant que moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu dynamique. Donc je me dis, là, tu peux rien toucher. Là, je toucherai rien. Donc je me dis, pour les 10 prochaines années, allez, j'ai envie de jouer ça. Ok, très clair. Et juste, tu le joues comment? Un ETF? Un ETF, un ETF, ce qu'il y a de plus simple. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn, par exemple, si vous avez des questions, si vous voulez aller voir sur les fonds et les thématiques de Ronny, ou alors si vous voulez apprendre à trader, n'hésitez pas à contacter aussi Mathieu Serron. Donc Mathieu Serron, trader et stratégiste et fondateur de Galileo Trading. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Ronny Micheli, CEO de Galileo Asset Management. Merci beaucoup Ronny. Merci à moi. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions et surtout, prenez le contrôle de votre argent.